La Nouvelle-Zélande va peut-être perdre ses plus grands talents de MMA. On en parle maintenant avec Big Rusty. La Road to 100 Gs est pleinement lancée. Vous le savez, ça se passe juste ici. N'hésitez pas. Un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Est-ce qu'on lancerait pas le générique, Rust? On va lancer le générique, mais c'est vrai que pour donner un peu plus encore envie aux gens d'écouter, c'est vraiment un coup de gueule de Adesanya et de Dan Hooker. Et franchement, si on en suit ce qu'ils disent, c'est vraiment mérité. Et je sais pas ce que fait la Nouvelle-Zélande, mais ils ne pourront s'en prendre qu'à eux-mêmes. Et j'ai même envie de dire quelque chose que j'utilise très très rarement. Ce n'est pas juste. Ouh! Générique. Soit. Oui. Parlons-en, justement. Parlons de la situation d'Israël Adesanya et de Dan Hooker. Israël Adesanya qui a quand même été jusqu'à poster, là, on va voir si ça se fait effectivement. Il a dit qu'il allait partir aux États-Unis. Dan Hooker l'avait évoqué, lui. Donc ça y est, terminé pour Israël Adesanya à la Nouvelle-Zélande. Et ce qui se passe, c'est tout simplement là qu'aujourd'hui, Adesanya n'a pas de date de combat face à Robert Whittaker parce qu'il y a un système de lutte contre le coronavirus mis en place par la Nouvelle-Zélande qui est certes très efficace, mais on observe un double standard en fonction des athlètes, et là, les combattants de MMA et à l'UFC, qui sont quand même Dan Hooker, Israël Adesanya, on va dire, ce ne sont pas les combattants les plus random, si vous voulez, qui sont quand même de véritables... Et même Volkanovski, qui voudrait bien venir s'entraîner aussi en Nouvelle-Zélande s'il pouvait, quoi. Exactement, oui, et Volkanovski, lui, donc il est membre de Sticky Boxing, mais il est en Australie, donc c'est un cas différent. Donc là, Rust, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe en Nouvelle-Zélande? En fait, ce qui se passe en Nouvelle-Zélande, c'est qu'ils ont comme tu l'as dit, il y a un double standard parce que il y a un système normalement de loterie qui est mis en place pour que tu puisses obtenir ton visa, et c'est ce à quoi sont obligés de recourir les athlètes en MMA, parce que il y a apparemment pour tout ce qui est genre le cricket, tu sais, l'équivalent du baseball, je connais rien, mais ça ressemble beaucoup, et par exemple le rugby, les athlètes, ils ont des exemptions, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire des pieds et des mains, ils n'ont pas besoin de faire des dingueries pour espérer avoir un visa à la dernière minute comme Dan Hooker. On pourra revenir sur sa situation, et c'est ce qui est un peu dégueulasse en fait, c'est que il est clair, en tout cas, d'après ce que disent Dan Hooker et Israël Adesanya, qu'il y a vraiment, il y a une cible qui est mise sur le dos du MMA en Nouvelle-Zélande de la part de visiblement beaucoup d'élus, et qui rend les choses extrêmement compliquées parce que donc il y a eu pendant, par exemple, le confinement, une situation où si tous les gars de City Kickboxing ont fait un choix de sacrifier un petit peu leur vie de famille, etc., parce que c'est leur métier et qu'ils sont obligés de le faire pour faire une bulle à l'intérieur de City Kickboxing. Ils avaient tout mis en place, etc. Et la police a décidé non, en fait, ça va pas être possible. Donc ils sont venus et ils ont cassé la bulle. Ensuite, là, pour ce camp d'entraînement de Dan Hooker, Dan Hooker voulait s'entraîner chez lui dans son gym. Et pareil, en gros, la police locale et les élus lui ont mis énormément de bâtons dans les roues. C'est extrêmement compliqué. Dan Hooker, là, qui est arrivé pour sa semaine de combat contre Nasrat Akparast, il est arrivé, je crois, le jeudi à Vegas. Et pourquoi? Parce qu'en fait, son visa, il avait essayé d'obtenir son visa un mois plus tôt. Mais évidemment, parce que comme on l'a dit, c'est politique. Les gens, l'administration lui avait refusé, avait fait reculer l'échéance, et ne lui avait délivré son visa que littéralement au dernier moment. Et on parle quand même, heureusement, il l'a dit, Dan Hooker, c'est pas un mec qui cut énormément, mais d'un mec qui était en plein weight cut, et il a été obligé de faire, son voyage, et en plus du weight cut, ça fait un énorme jet lag, et il a dit que c'est ça qui avait été compliqué pour arriver jusqu'à Vegas. Et donc, ça veut dire qu'il a dû affronter le weight cut, le jet lag, en plus, et c'est ce que disait Dan Hooker, en fait, du stress pendant tout son camp d'entraînement, de ne pas savoir s'il allait combattre ou pas. Et c'est, en vrai, pour des athlètes professionnels de ce calibre, et vu ce qu'ils représentent, que l'administration néo-zélandaise mette autant de choses en place pour vraiment les emmerder le plus possible, parce que c'est le mot,
c'est incroyable, c'est incroyable. Je n'irai pas jusqu'à dire ce qu'a dit Israël Adesanya, que c'était du racisme parce que c'est Adesanya, parce que donc ils le font envers tous les combattants et même les combattants néo-zélandais, maoris, etc. D'ascendance. Mais en tout cas, c'est clair que visiblement, il y a pour la Nouvelle-Zélande, comparé aux autres sports que l'administration néo-zélandaise, ou en tout cas une grande partie des gens qui en font partie, qui le jugent plus noble, ben en tout cas le MMA est vraiment ostracisé, mis à l'écart, et on tente de tout faire pour les empêcher de faire leur travail correctement. Et c'est ça qui nous amène à cette situation-là, effectivement, où, ben, visiblement, City Kickboxing est sur le point de, comment dire, d'aller aux States, quoi. Dan Hooker, j'ai écouté son interview tout à l'heure, il disait, ben, c'est chiant parce qu'il y a la famille et on a toute notre vie en Nouvelle-Zélande et tout ça, mais on va être obligé, en fait. Donc, je pense que si Eugene Berman le veut, et ça a l'air d'aller vers là, les derniers postes de Adesanya sont clairs, je vais aux États-Unis, et City Kickboxing aussi, mais voilà quoi. Enfin, c'est assez hallucinant aujourd'hui de encore voir en 2021, en fin 2021, un pays comme la Nouvelle-Zélande qui a des superstars planétaires et qui essaye de leur mettre des balayettes le plus possible, quoi. C'est incroyable. Surtout en plus moi, ce qui me surprend vraiment avec ça, c'est que l'UFC là-bas a montré que ça marchait financièrement, tu vois, parce que ça reste aussi le nerf de la guerre. En février 2020, lors de la deuxième nuit blanche la sueur, avant Fury contre Deontay Wilder numéro 2, il y avait Dan Hooker contre Paul Felder qui était main event à Auckland. Israël Adesanya contre Robert Whittaker, ce n'était pas en Nouvelle-Zélande, c'était en Australie, détient, qui s'est déroulé en octobre 2019, détient le record d'affluence pour un événement UFC avec, je crois, 59 000 spectateurs. Donc, c'est une région où financièrement ça fonctionne, l'UFC vient régulièrement en Australie et en Nouvelle-Zélande. Bon, être dans une situation comme ça où t'as quand même, Adesanya l'a dit, je sais pas si on en est à ce point-là, mais tu vois, ça peut se défendre, tu vois, pour lui, ce sont l'équipe numéro 1 du sport. Ils ont quand même 2 champions, un mec qui est membre du top 10, et puis des gars qui poussent derrière, je pense notamment à Brad Riddle, qui devrait aussi bientôt intégrer le top 10 chez les lightweight. Si tout le monde se barre, bah en termes de pratiquants, le MMA amateur, plus tous les autres sports de combat, forcément ça va bénéficier à nouveau aux États-Unis. Les événements UFC, si l'UFC, quand on reviendra dans un monde un petit peu normal, bah l'UFC qui se dit on a envie de revenir à Auckland, bah tu mets qui ? Parce que si t'as aucun mec de City Kickboxing, t'es un petit peu dans la merde pour faire ta carte. Enfin... Non, ouais. et puis ne serait-ce que même, je pense, même au-delà de ça, tu vois, ne serait-ce que par solidarité. Parce qu'un truc comme ça, je pense qu'à mon avis, tu vois, si t'as l'équipe qui représente vraiment, je vais pas dire les parfaits ambassadeurs du sport, mais tu vois, des mecs qui sont australiens, des mecs qui sont néo-zélandais, des gars qui viennent, enfin tu sais, il y a tout un background multiculturel au sein de cette équipe-là, tous les mecs réussissent, et ils font tous front, et ils se disent, parce que ça va être un sacrifice aussi pour eux, parce que ça veut dire qu'ils vont quitter leur enfin, ils vont peut-être amener une certaine partie de leur famille et de leurs amis, mais ils vont quitter un certain nombre d'amis et de proches, qui se barrent aux États-Unis. Je pense que ce sera très compliqué quand l'UFC va revenir de demander à n'importe quel néo-zélandais de dire bon bah s'il te plaît sois sur la carte, parce que quelque part je vais pas dire qu'il va trahir les autres, mais tu vois faudra quand même se dire que bah tu fais pas front avec tous ceux qui ont fait un choix fort pour défendre le sport. Donc franchement non, moi je trouve que c'est très bizarre. J'aimerais bien connaître les véritables raisons de cela. Ce qui peut aussi être une possibilité et vraiment que j'exclus pas, c'est que là-bas tu vois que ce soit le cricket ou le rugby, ce sont les sports numéro 1, ce sont les ligues numéro 1 et ce sont les ligues nationales, surtout l'UFC c'est américain, c'est pas néo-zélandais. Donc c'est pas néo-zélandais, y a pas de public qui vient sur place à part une fois par an, une fois tous les 2 ans, ce ne sont pas du tout les mêmes enjeux. Tu vois, y a qu'à voir ce qui s'était passé en France au niveau du sportif, quand il y a eu le Covid, bah la Ligue 1 a continué. Tous les autres sports se sont arrêtés, mais la Ligue 1 a continué. Pourquoi ? Parce qu'en France, le football, c'est le sport numéro 1. Et je suis entièrement d'accord, ce n'est pas juste, c'est honteux. Il faudrait que soit tous les sports s'arrêtent, soit tous les sports continuent, mais sauf que, en France, c'est le football, il y a les stades, ils ont fait des matchs à huis clos aussi, mais la Ligue 1 a continué bon gré mal gré. Donc voilà, moi je pense aussi c'est un sens au-delà, tu vois, d'une chasse au MMA, c'est surtout tout simplement l'intérêt numéro 1, c'est t'as les 2 sports nationaux. Ensuite, il y a le MMA qui vient très loin en arrière, malheureusement. Et par contre, faire des dérogations au cas par cas pour des mecs qui sont
pour des title fights comme ça, ça devrait avoir lieu, surtout qu'Israël Adesanya en plus avait gagné, je crois que c'était en 2019 ou en 2020 je crois, le prix d'athlète de l'année en Nouvelle-Zélande, c'est hyper rare qu'un combattant reçoive ça. Donc c'est vraiment une superstar là-bas également, c'est pas quelqu'un justement qui est dans un espèce de microcosme où on pourrait se dire ouais mais peut-être qu'ils n'en ont pas conscience. Non, quand un mec gagne le trophée de sportif de l'année, c'est visiblement quand même que les gens communiquent autour de ce qu'il accomplit. Mais c'est ça qui est vraiment rageant, quoi. C'est que, comme tu l'as dit, c'est clair que au niveau des retombées financières, le MMA, de manière générale, en Nouvelle-Zélande, est visiblement et probablement très loin derrière. Mais en termes d'image et d'impact médiatique, par contre, je suis prêt à parier qu'Adesanya, il est tout en haut avec, tu l'as dit, donc on peut déjà ne serait-ce que le dire parce qu'il a eu cette récompense, mais même on le voit par l'impact qu'il a au niveau, même au-delà des réseaux sociaux, mais de ce qu'il est capable de créer dans le monde du MMA. Je pense que du coup, c'est clair que être sponsorisé par Puma, avoir un tel impact sur les réseaux sociaux, sa chaîne YouTube qui cartonne de ouf. Enfin, c'est clair que même en Nouvelle-Zélande, c'est une superstar. Donc, au-delà des retombées financières, c'est clair que je pense que c'est un mauvais calcul, ne serait-ce qu'au niveau du bad buzz que ça va causer, quoi. Parce que je pense que même en Nouvelle-Zélande, les gens vont être en mode, mais si ils partent et ils ont l'air d'aller vers là, je pense qu'il y a tellement de fans de MMA en Nouvelle-Zélande qui vont être en mode mais qu'est-ce que vous branlez à l'administration, quoi. Donc bon, ils peuvent s'en foutre pour le moment parce qu'effectivement les retombées financières seront peut-être pas énormes, mais je pense que c'est un très mauvais calcul sur l'avenir, quoi. Très mauvais calcul, d'autant plus que Russ, je vais dire quelque chose qui à mon avis va aussi faire encore plus mal peut-être à la Nouvelle-Zélande, c'est je pense que leur déménagement aux États-Unis va leur bénéficier. Va bénéficier aux athlètes de City Kickboxing et même à l'équipe pour le futur. Parce que là, les sparring, ça va être beaucoup plus simple de les faire venir, parce que faire venir un mec en Nouvelle-Zélande, Rust, qui a habité un certain temps en Australie et qui a fait pas mal de grabuge là-bas, peut vous dire, ça coûte quand même un certain prix. Là-bas, ça va être beaucoup plus simple de faire venir des gars, ça va surtout être beaucoup plus simple de recruter potentiellement des talents. Parce que là, c'était quand même à chaque fois des mecs du cru directement. Là, on a énormément d'Américains qui vont pouvoir se dire, ok, maintenant j'ai cette option de dire, je vais à City Kickboxing. Et surtout, des strikers qui peuvent aussi se dire, même quelqu'un qui est en Europe, c'est beaucoup plus simple d'aller aux États-Unis. Surtout en plus, imaginons s'ils se disent, on va sur la côte Est, peut-être que ce sera côte Ouest, mais bref, si c'est sur la côte Est, c'est encore plus simple. Et là, tous les mecs qui font la transition kickboxing MMA, vous en voyez de plus en plus, peut-être qu'ils vont se dire, je vais aller à City Kickboxing. Ah c'est clair. Et c'est là où effectivement, pour City Kickboxing, ce sera peut-être un mal pour un bien. Je pense que ce sera surtout un mal parce que humainement, au niveau de perdre toute la vie que tu as en Nouvelle-Zélande, ça va être terrible pour énormément de gens. D'autant qu'il y en a qui ne pourront pas, je pense. Parce que là, on parle de Dan Hooker, de Adesanya, de à la limite Volkanovski, même si lui, il a moins de problèmes à rester en Australie s'il faut. Mais pour pas mal de combattants qui étaient là à City Kickboxing, qui étaient à un niveau où ils rentrent au niveau professionnel, ou alors ils sont professionnels, mais ils sont pas encore, sous le feu des radars, etc. Kaikara France, par exemple. Kaikara France, par exemple. Il y a aussi le light heavyweight, j'ai oublié le nom, qui fait toujours que des bangers. Maori aussi d'ascendance, mais j'ai oublié son nom également. Mais il y a pas mal de combattants de City Kickboxing pour lesquels je pense que ça va être compliqué de suivre City Kickboxing aux États-Unis. Et c'est là où c'est un peu un déchirement, quoi. C'est que eux, ils vont pas pouvoir, ils vont être obligés de rester en Nouvelle-Zélande et de continuer à galérer, et ce sera encore plus difficile parce qu'ils n'auront pas la visibilité de Adesanya et de Dan Hooker. Parce que je rappelle que Dan Hooker, une des raisons qui a fait qu'il a réussi à obtenir son visa là au dernier moment, c'est parce que il a été sur les réseaux sociaux et qu'il a fait du rentre dedans de ouf en mode s'il vous plaît aidez-moi là à créer un espèce de truc sur les réseaux sociaux et médiatiquement pour pousser, quoi. C'est grâce à ça aussi. Donc ils n'auront pas ce pouvoir là. Et c'est là où c'est chaud, c'est que humainement ça va être très compliqué, ça va être un déchirement parce qu'il y a pas mal de gens qui ne vont pas pouvoir. Néanmoins, effectivement, c'est clair que pour le gym, quand on sait que Eugene Bareman, c'est un système qu'il a créé et c'est par son talent d'entraîneur et en particulier au niveau du striking, il a clairement amené un nouveau level dans le game. Là, les feintes, c'est pas nouveau, hein, c'est sûr, mais le fait de les systématiser de cette manière, c'est clairement City Kickboxing et on le voit au niveau des feintes, c'est quasiment les mêmes qu'ont Adesanya, Volkanovski, Hooker. Ils les utilisent pas de la même manière, mais donc ça veut dire effectivement que
je pense que lui, Eugene Berman et son système, effectivement, vont largement bénéficier d'un public largement agrandi et de potentiels sparring partners et potentiels combattants qui viendront avec lui des États-Unis pour en bénéficier, quoi. Donc voilà, il y en a pour lesquels ce sera une bénédiction, d'autres pour lesquels ce sera une malédiction. Ce qui est sûr, c'est que pour personne ce sera évident parce qu'humainement tu laisses ta famille. Mais voilà, on en est là, quoi. Merci Big Rusty, je pense que vous avez saisi un petit peu l'enjeu du problème, mais en tout cas, s'il vous plaît. On sait qu'il y a pas mal de Néo-Zélandais qui nous regardent, et certains membres du gouvernement également. Ne gâchez pas ça, ne gâchez pas ça. On veut voir des UFC au Auckland, on veut voir des UFC dans des stades. Et oui. Vous avez une occasion en or avec une génération dorée qu'il n'y aura peut-être plus jamais. Ce serait dommage que tous ces gars-là partent aux États-Unis. Ah mais c'est clair, c'est clair. Et s'il y a des gens qui sont en Nouvelle-Zélande, franchement, je serais curieux. S'il y a quelques personnes qui sont en Nouvelle-Zélande, qui le mettent en commentaire et en espérant que ce soit vrai, et qui mettent pas ça juste pour le style. Mais ce serait ouf qu'on ait des gens qui nous écoutent de là-bas. Allez. Big shout out à My Sweet Pea, My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein avec le avec le code La Sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de La Sueur. It's me pour notre magnifique déco. See ya very soon.